Bonjour à tous. Merci Jean-Christophe de cette invitation qui m'a été faite. Et je vais inviter tout de suite les deux panélistes à me rejoindre. Donc il s'agit de Pierre Boisdanguien, qui est responsable développement durable du groupe SOCFIN, et Théo de Jaguer. Théo, oui. Qui est docteur en philosophie, agriculteur en Afrique du Sud, où il cultive du bois, de l'eucalyptus, si j'ai bien compris, des fruits subtropicaux. Il est ici comme vice-président d'Agri-SA, syndicat agricole sud-africain, dont il est responsable pour la réforme agraire, la transformation et le développement agricole. Et il est aussi président de la SACAO, qui est la Confédération des Unions Agricoles d'Afrique Australe, et président de l'Organisation panafricaine des agriculteurs, la PAFO. Donc quand Jean-Christophe m'a demandé de faciliter cette table ronde, j'ai accepté très volontiers parce que il me semble qu'il y a, dès lors qu'on parle de plantation à grande échelle, de plantation commerciale, beaucoup de non-dits, de mal-dits, d'incompréhension, parce qu'on manque de références précises à l'histoire, à la situation particulière de certains pays d'Afrique subsaharienne, et qu'on dérive trop vite sur les acquisitions de terres à grande échelle que nous connaissons aujourd'hui, alors que nous sommes dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, dans des histoires longues, des cultures en effet en grande concession, et que nous sommes dans une diversité de situations tout à fait particulière au continent africain, avec des territoires surpeuplés, des territoires sous-peuplés, et avec donc une nécessité de repartir de l'histoire, des réalités, et d'avoir une approche très différenciée, très contextualisée. Et donc, nous avons la chance d'avoir, j'ai la chance d'avoir de part et d'autre ici des praticiens, des théoriciens qui vont, j'espère, éclairer à partir de leur expérience personnelle, l'expérience de leurs entreprises ou de leurs membres, s'agissant de Théo, sur qu'est-ce que c'est qu'une plantation agricole à grande échelle. L'échelle d'ailleurs étant quelque chose à relativiser évidemment en fonction de la périphérie de la plantation. Est-ce qu'on est grand quand on fait 10 hectares de bordelais? Est-ce qu'on est petit quand on fait 10 hectares de bocage charolais? Toutes ces questions que nous avons bien connues dans notre politique agricole européenne, qui nous a conduit à définir des seuils minimums d'installation et des seuils maximums dits anti-cumul en fonction de systèmes de production agricole très spécifiques. Voilà. Alors, je vais donner la parole, nous n'avons qu'une heure, donc je vais demander à nos deux panélistes de partager leur expérience et leur vision en un petit quart d'heure, et puis ensuite nous aurons un échange avec la salle, et j'espère qu'il sera le moins tendu possible sur ce sujet, bien que Jean-Christophe ait souhaité que nous soyons dans la controverse. Alors, peut-être je commence par Pierre Boisdanguien. Donc vous représentez ici un groupe qui a une activité sur la planète entière, presque. Oui, vous allez nous préciser, et donc, avec des plantations. Comment gérez-vous cela, et comment pensez-vous contribuer au développement durable dans les régions où vous avez ces plantations et dans les pays où vous êtes implanté? Voilà, donc merci. On m'entend, oui. Donc le groupe SOCFIN est présent essentiellement en Afrique et en Asie et détient 200 000 hectares de plantations, dont un tiers, donc soit un peu plus de 60 000 hectares de caoutchouc et 120 000 hectares de palmier à huile.
Donc nous sommes présents dans 10 pays, 8 pays d'Afrique et 2 pays d'Asie, le Cambodge et l'Indonésie. Et nous employons 45 000 employés, donc 54 000 travailleurs et 45 000 employés. Donc vous voyez déjà le ratio, un travailleur par entre 4 et 5 hectares. C'est important. Nous sommes installés, mais bien sûr nous vivons dans un milieu déjà occupé, puisque là où on s'installe, et on ne prend pas la terre. On ne prend pas la terre des villageois. J'ai entendu dire qu'on prenait, ce n'est pas vrai. Soit on la demande, soit on nous la propose. Mais soit, c'est peut-être de la sémiotique. Soit on s'installe dans un endroit occupé en général. C'est rare quand on se retrouve devant une forêt vierge. Et de toute façon, même une forêt vierge, ce ne serait pas l'idéal. Donc on se trouve et on essaye d'être des bons voisins avec nos travailleurs, avec nos villageois. Et villageois qui deviennent des travailleurs en général par après. Et donc, oui, il y a des plantations. Une plantation, ce sont des concessions d'environ 10 000 hectares. On ne cherche pas moins. 10 000 hectares, c'est 100 km². 10 km sur 10. Et là-dedans, à l'intérieur, on plante 4 000 hectares. Parce qu'il faut 4 000 hectares pour être rentable. 4 000 hectares, 40%. Ça peut monter jusqu'à 6 000, mais pas plus. Donc il y a une grosse partie qui est protégée, une grosse partie qui est implantable, tout simplement, et une partie qu'on laisse aux villageois qui étaient déjà présents. Alors, bien sûr, ces villageois doivent être indemnisés. Il y a trois ou quatre systèmes. Soit ils acceptent une indemnisation. En général, ce sont des indemnisations quand même qui sont décidées par l'État, mais c'est le planteur lui-même qui opérationnalise. Donc soit on donne une indemnité qui est définie financièrement, avec son consentement libre, éclairé et préalable, et bien entendu. Excusez-moi, c'est toujours un petit peu émouvant. Donc voilà, donc on met bien entendu la procédure du consentement libre, préalable et éclairé, et la possibilité de refuser aussi, bien sûr. On n'insiste pas pour que les gens acceptent. Et donc à partir de ce moment-là, soit ils acceptent une rémunération en argent, une indemnisation en argent, soit d'être déplacés dans une autre parcelle, soit de refuser, tout simplement. Et alors ils restent à l'intérieur de la concession, et on appelle ça chez nous maintenant, on appelle ça une plantation mitée. Bon, avec un trou au milieu qui est laissé pour les villageois. C'est pas très joli, mais c'est la réalité. Et on leur laisse donc une parcelle autour pour continuer à vivre de leur agriculture de subsistance. Les personnes qui sont déplacées, qui acceptent d'être déplacées, souvent, mais ce n'est pas obligatoire, deviennent des petits planteurs pour notre société. Petits planteurs de palmier à huile ou petits planteurs de caoutchouc. C'est aussi une de nos responsabilités sociétales, c'est de les intégrer dans un marché mondial de l'huile de palme ou du caoutchouc. En général, ce qu'on offre aux petits planteurs, d'ailleurs c'est une situation win-win, gagnant-gagnant. Bien sûr, l'opérateur cherche à avoir un approvisionnement plus important, d'utiliser son infrastructure industrielle de manière plus importante. Il cherche le confort, il cherche le bon voisinage, il cherche qu'on ne lui vole pas sa production. Et de cela, donc, il propose aux villageois sur le territoire donc, de devenir petit planteur et donc de fournir l'usine. Le petit planteur va avoir 5 hectares. 5 hectares, c'est le travail d'une personne. Une personne, ça veut dire que la famille et les enfants ne sont pas obligés de travailler pour aider les parents. C'est une plante pérenne, donc ça va durer 25, 50, 75 ans. On plante une fois, 2 fois, 3 fois. C'est durable. Caoutchouc, palmier à huile, c'est des plantes pérennes qui produisent tout le temps. Revenus mensuels, avec des pics, bien sûr, des bas. Mais en général, il n'y a pas jamais plus d'un mois sans revenus. Et ça, ce serait pour le caoutchouc pendant la saison sèche. Les enfants peuvent aller à l'école, ils ne sont pas obligés de travailler. On a un revenu de $1 000 à $3 000 par hectare par an, 5 000 à 15 000, qui peut se permettre en Afrique
15 000 dollars par an pour une famille. C'est pas mal. On sort de la pauvreté, vraiment. Vous voyez les villages qui s'améliorent, les toits qui se couvrent de tôle. C'est plus de la paille, c'est de la tôle. Les enfants vont à l'école. Les points d'eau sont construits. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le développement durable. Mais ça se passe à l'intérieur des plantations aussi, bien sûr. À côté de cela, bien sûr, il y a la culture elle-même qui apporte beaucoup d'avantages, mais aussi l'apport technique qu'offre la société, c'est-à-dire on fournit des graines qui sont sélectionnées, hautes productives, on fournit des clones des VA qui sont hauts producteurs, on fournit une assistance technique, on fournit des engrais s'il y en a besoin, il n'y en a pas toujours besoin. Caoutchouc, il n'y a pas besoin d'engrais. On fournit les produits phytosanitaires, pas tellement, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de produits phytosanitaires pour de l'EVA ou du caoutchouc. Et ça, c'est pour la partie petits planteurs. Oui, aussi. Qui sont en contrat. Tout à fait. Aujourd'hui, dans la stratégie de développement du groupe sur l'Afrique subsaharienne, oui. Est-ce que vous êtes en gestion de plantations existantes de manière historique ou en rénovation, ou est-ce que vous êtes bien en extension de surface en grand bloc, ou bien plutôt en développement de la relation avec des petits planteurs? Donc oui, on fait un petit peu les trois, ça dépend des pays. Bien sûr, on recherche maintenant avec cette problématique foncière plutôt à rénover des plantations existantes et qui sont abandonnées. Mais souvent, on a un programme petit planteur qui est soit financé en interne, soit financé par une banque de développement comme Proparco. Donc, ou DEG, ou CDC, etc. Donc souvent, maintenant avec les problématiques foncières et la pression foncière qu'il y a actuellement sur les terres, bien sûr, on cherche plutôt des plantations à réhabiliter et éventuellement à étendre un petit peu, mais par rapport à un nucléus existant. Et pensez-vous que sur le continent africain, il y a encore beaucoup de plantations historiques, je dirais, qui auraient besoin de réhabilitation et qui pourraient intéresser votre groupe? Une flopée. Au Congo, il y a actuellement 300 000 hectares de plantations de palmiers à huile qui sont abandonnés et qui sont disponibles. Voilà. Et ça permet de subvenir aux besoins en lipides de toute la population congolaise. Je parle du Congo belge, Congo démocratique, l'ex-Congo belge. Non. Je veux dire, mais ne pas confondre avec le Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Et là, il y a 300 000 hectares. Ce pays est en train d'importer de l'huile venant de Malaisie et d'Indonésie, ce qui est un comble, alors que le palmier est originaire du bassin du Congo. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous considérez qu'il y a encore un travail d'investissement à faire dans ces grandes plantations, en les laissant en l'état de grands blocs agro-industriels sur le continent. Bon, ça c'est pour la partie historique, et en effet liée à une histoire coloniale qui ne concerne pas que la Belgique, mais qui peut concerner aussi la France. Mais pensez-vous qu'il y ait aussi sur le continent africain des pays dans lesquels l'option de démarrer sur des grands blocs de plusieurs milliers d'hectares soit une bonne option et soit demandée par les gouvernements? Êtes-vous sollicité d'une certaine façon? Ça reste une option parce qu'on a des exemples où il y a juste une usine, où on possède juste une usine et des petits planteurs. Et donc il y a 100% de petits planteurs. Alors c'est extrêmement irrégulier, l'approvisionnement de l'usine est extrêmement irrégulier. Et donc opérationnellement, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un nucléus, ce qu'on appelle une plantation d'opérateurs privés gérés par une société privée et qui puissent donc assurer une majeure partie de l'approvisionnement de l'usine. C'est une question opérationnelle indispensable d'avoir des blocs compacts pour éviter trop de fragmentation. Au niveau opérationnel, c'est très compliqué. D'avoir des concessions en petits morceaux, il y a plus de vols, donc il faut éviter. Et puis au niveau de la population aussi, c'est bon que chacun sache où se trouve la plantation. Quand c'est trop dispersé, les villageois ne s'en sortent plus, ils ne trouvent plus où sont les bornes, ils confondent un petit peu les terres. Donc oui, parce que le nucléus industriel apporte donc le matériel végétal sélectionné, apporte la formation aux petits planteurs, garantit l'achat de la production des petits planteurs. Donc c'est bon d'avoir un professionnel au milieu qui
qui puisse montrer exactement comment gérer une plantation d'une manière professionnelle. Et dans cet équilibre du point de vue de l'industriel, entre les plantations contrôlées par l'industriel et le sourcing à partir de petits planteurs, vous voyez ça comment? C'est du 80 grandes plantations, 20% petits planteurs, ou une autre proportion? C'est le chiffre en général qu'on donne, 80% industriel et 20% petits planteurs, mais on a des exemples où il y a une usine avec 100% de petits planteurs. Oui, avec ce risque de concurrence, notamment au niveau du caoutchouc, ou si les contrats ne sont pas bien écrits, une concurrence d'une autre usine ou d'un autre acheteur de caoutchouc, et alors le petit planteur va vendre là où le prix est le meilleur. Et donc on risque dans ce cas-là de ne pas avoir suffisamment de rentrée au niveau de l'usine et de ne pouvoir rentabiliser l'outil industriel. Et diriez-vous, en prenant des exemples de pays, que dans certains pays, le 100% petit planteur est possible, alors que dans d'autres, il vaut mieux aujourd'hui, pour investir, ce qui est le souhait de nos partenaires gouvernementaux en Afrique, d'investir vite, il vaudrait mieux passer en grande plantation, s'agissant d'Afrique subsaharienne? Il y a des très bons exemples en Indonésie de 100% petits planteurs, mais au niveau Afrique subsaharienne, je n'ai pas d'exemple vraiment positif, sauf au niveau caoutchouc. Au niveau palmier à huile, c'est plus compliqué. Je n'ai pas de bons exemples. Au niveau caoutchouc, il y a des exemples, oui. Oui. Bien, merci beaucoup pour cette première intervention. Je me tourne vers Théo. Merci au traducteur. Thank you. Est-ce que vous pourriez, Théo, nous indiquer comment, vu d'Afrique australe, et vu de votre, peut-être même d'Afrique du Sud, la relation entre les grandes concessions et les agriculteurs se structure aujourd'hui et pour l'avenir? In SACAO, we have 17 national farmers organizations as members, sorry, in 12 countries. But from 4 of those countries, South Africa, Zimbabwe, Namibia, and Zambia, we have more than 3,000 farmers who are farming elsewhere in Africa on concessions. Many of them farming in partnerships with local communities on the large plantations. And we've learned in the hard way and on the expensive way that you have to abide by these 4 rules when you engage. The first is, although Africa has 46% of the world's underutilized land, there's no such a thing as land without people. On every square inch, there is somebody who identifies himself with this portion of land. You want to use the land, you marry that community. It's a long-term relationship. It's an investment. And like in any long-term relationship or any marriage, there's a courtship. It takes hours and hours. Sit under a tree, you negotiate. You must like them and they must like you, because you will live together for decades to come. The second rule, it is not as if there are so many investors who are keen to invest in Africa. Capital is as shy as a deer. You scare it and it runs. And the deers in Africa are very nervous. You scare them easily. The third principle, and I've just attended COP21. I've engaged every day in people who work in agriculture on the continent. I find that here in Europe, there's an over-romanticization of the smallholder farmer. Smallholder farming is nothing to romanticize. It's a poverty trap. What kind of living can you make off average 2 hectares of land? Just big enough to work with a hand hoe in one season. If you plant maize, for example, it's a very common crop, and the average yield in Africa is less than 1 ton on a hectare. Average price of maize this year was $200 per ton. What kind of income is that for a year?
especially if you have a family to maintain, we need to make a paradigm leap when it comes to fighting poverty with agriculture. We have to create wealth through agriculture, and that's not how we are going to create wealth. But having said that, there's no industry that can create wealth over a shorter period of time and cheaper than agriculture can do today. We can leapfrog. We've done it in communications technology. Africa moved from the drum to the smartphone in 2 decades without ever having gone through the landline. Can you imagine if we could have done the same in agriculture? Now, the plantations, which we hear there are some 300,000 hectares in Congo DR alone. I also farm in the other Congo Brazzaville. There's as much. It is not new plantations. Some of them are 60, 70 years old. It's not as if somebody came and invest extensively and wait now for the yields. It's not been done. It is now chasing value chains, and we need to change that around. Local communities want to see that you are actually renewing the asset. And the asset is not only the plantation. Why is there 300,000 hectares which is abandoned in Congo DR? Because the value chain is not in place. I farm in one of the best developed countries in terms of value chains in South Africa, and my direct neighbor is a tea farmer. They used to employ 12,000 workers on that plantation. Today, not one. 7 years ago, South Africa produced 34% of its local consumption in tea. Today, not one bag, rooibos, which is, if you want to call that tea. The reason is because the policy environment is not enabling. It's not conducive to profits. It's because the administered costs cannot compete with that of Uganda, Kenya, Malawi, Tanzania. You can have the best plantation if the value chains are not in place, and if the policy environment is not enabling. It means nothing to you. It takes a big investor to unlock the value chain, to let it flow again, so that there can be a life for the smallholders in the area too, if you understand that there's no land without people, and you partner with the people in the area when you create the value chains. Merci beaucoup, Théo. Peut-être pour faire le lien entre les deux approches, entre SOCFIN et celle de ces 3000 adhérents de SACAO qui sont en train d'investir dans d'autres pays d'Afrique, quand même il y a des différences d'échelle. Je pense que les fermiers membres de SACAO qui investissent aujourd'hui au Congo-Brazzaville, au Nigeria, sont dans des exploitations, sont en train de structurer des exploitations de quelques centaines d'hectares. Alors que là, on est en train de parler de masse critique nécessaire de 4-5 000 hectares. Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, on ne parle pas de deux différents modèles d'investissement? Scale does not have anything to do with the size of the land. It's got to do with the turnover. You can have a massive cut flower farm or strawberry farm on 2 hectares, and you can have a poor family farm in the desert on 1,000 hectares. It's about the capacity of the land on which you farm, if you have a business approach. What South African, Namibian, Zimbabwean farmers are doing when they invest elsewhere is usually they engage on a medium scale. If it is cropping, it's 1,000, maybe 2,000 hectares. There are some, it goes up to 5,000 hectares. And because there is bulk, you can have storage, you can have mass storage. There's trucks bringing the fertilizer and the seed. The smallholder farming do not create a value chain, and we saw that in Zimbabwe. You know, before the controversial land reform started off in Zimbabwe, it was not a blind decision by the Mugabe government to take the land of commercial farmers. There was a report at the time of the World Bank in his hand, which showed that 2/3 of the total production in
the staples, maize and wheat, was produced by smallholders. Only 1/3 was produced by commercial farmers, medium and large-scale farmers. So in his mind, if everything would go wrong, and he did not think that everything can go wrong, if everything went wrong, he would have lost 1/3 of the production capacity. But what he did not calculate was that the value chains rested on the larger scale. When the commercial farmers went out of the rural areas, there was no trucks bringing the inputs. There was nowhere to take the maize to. There was no person in the silo to grant you a silo certificate. And the value chains imploded. That was what created the food crisis in Zimbabwe. So you need a hub for the spokes to have a place to fit in. Et donc dans ce mouvement actuel, très contemporain, de réinstallation de certains fermiers, comment peuvent-ils structurer cette relation dans le cadre du contrat de mariage que vous évoquez avec les communautés? Quand on s'installe aujourd'hui dans les pays que vous avez cités, est-ce qu'on est dans les bonnes conditions politiques qui permettent à ces fermiers de créer cette relation avec leur voisinage ou avec les communautés qui, comme vous le disiez, ont des droits sur la terre? Now that depends from country to country, and ultimately it is based on political decisions and the political climate in a country. There's no insurance policies against the loss you can occur if things go wrong. And you can be sure in Africa things will go wrong. That's why it is important not to have all your eggs in one basket. Even me, although I have farming interest in Congo Brazzaville, I also have farming interest in Mozambique. And I wish I had the capacity for more, because agriculture in Africa is where you need to be right now. This is where the big growth is going to be in production, in the production of primary produce. The best insurance policy and the cheapest one is a good relationship with the local communities. They must experience you as an asset. They must know that they are much better off now that you are an investor in their area than what they used to be before you came. And you must maintain that relationship. We, as a rule, in our structure for farmers in the south who invest elsewhere in Africa, as a rule, we start off by investing in the local schools, in education. Because even if there is some resistance amongst the elders to modernize and to commercialize, the very next generation understand what profit-driven agriculture is all about. Because each one of them have a smartphone. Today, there are more cell phones than people in Africa. And they see on their smartphones that there's a different life out there, and they want that life. Ok, merci beaucoup.